RCF Rivage, une fois pour tous. Peut-on vivre sans s'engager ? C'est le thème du magazine Une fois pour tous. Après le point de vue du frère Jean-Michel, une deuxième approche, celle du sociologue Olivier Bobineau. Alors Olivier Bobineau, vous êtes sociologue, politologue, spécialiste des religions. Vous enseignez à l'Institut catholique à Paris, à Sciences Po Paris également. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Les formes élémentaires de l'engagement ». Donc là, on est bien dans notre thème, l'engagement. Pour vous, la définition de l'engagement, alors ce serait un acte extérieur libre qui nous lie aux autres par la parole. Alors on va essayer de décrypter un peu cette définition. Alors acte, c'est important, nous sommes dans l'agir, et doit-on rappeler que l'agir, on peut penser à la philosophe Hannah Arendt, agir librement, c'est le propre de l'homme, c'est sa dimension politique fondamentale dans la cité, en lien avec les autres. Voilà pour acte. Libre, la liberté est fondatrice de tout engagement. Doit-on rappeler que dans le mot engagement, il y a étymologiquement, notamment à partir du XVIe siècle, cette idée de servir les autres. Le sujet, l'être, l'individu choisit de servir, de se lier aux autres, d'où le verbe s'engager. Acte libre. Extérieur, c'est important, je ferai référence volontiers à Emmanuel Mounier, qui dit que la personne est intériorité, transcendance, mais également engagement. Cette idée de liaison avec l'autre, de liberté absolue de se lier aux autres. Il n'emploie pas le terme extériorité, d'ailleurs, enfin il l'emploie de temps en temps, mais dans cette définition-là, précisément, ce n'est pas le cas. Et je crois que ça veut nous dire une chose fondamentale, c'est que s'engager, au cœur de cela, c'est liberté qui extérieurement se manifeste et nous lie aux autres en extériorité. Et enfin, la parole qui est promesse. On peut penser à Paul Ricoeur, la parole qui engage, la parole qui est aussi, et le langage, le propre de l'homme. Dans cette définition, on l'a remarqué, il n'y a pas du tout de notion de temps. Pour vous, la durée, c'est pas forcément caractéristique de l'engagement. Quand, par exemple, aujourd'hui, on dit plus personne ne s'engage, c'est pas forcément vrai. C'est juste que peut-être ces engagements-là sont sur des durées plus courtes. On les renouvelle, mais ils sont sur des durées différentes. Absolument, c'est un choix que nous avons fait dans ce livre, les formes élémentaires de l'engagement, justement pour dire que l'une des formes élémentaires de l'engagement n'est pas tant la durée que la liberté et l'extériorité. Alors pourquoi ce n'est pas la durée ? Parce que d'abord, ça évite une chose toute simple que nous faisons tous, c'est de dire aujourd'hui il n'y a plus d'engagement, aujourd'hui les jeunes ne s'engagent plus. C'est oublier que le temps a changé. Le temps a changé, l'espérance de vie a changé. Quand au XVIIIe siècle ou au XVe siècle, vous vivez jusqu'à 30 ans, vous pouvez vous engager à vie. L'engagement à vie durera 10 ans. Donc vous pouvez vous marier, c'est de l'engagement de votre vie, ça va durer 10 ans. Aujourd'hui, vous vivez, quand vous êtes un homme ou une femme, jusqu'à 82 ans, 84 ans. L'engagement, là, va durer 60 ans. C'est autre chose. Donc, je voulais éviter, par cette définition, le fait d'introduire la durée. Et deuxième chose, pourquoi ce n'est pas tant la durée qui est intéressante, mais beaucoup plus l'intensité de l'engagement, beaucoup plus la profondeur de l'engagement. C'est que la réalité sociale de notre société, c'est qu'aujourd'hui, les individus ont plusieurs engagements, peuvent avoir plusieurs engagements, parce qu'il y a plusieurs valeurs, parce qu'il y a confrontation, multiplication des idées et des références sociales. Vous avez accès aujourd'hui, et contrairement à ce que l'on pense couramment, ce n'est pas la perte des valeurs, mais c'est l'effervescence des valeurs. Alors il n'y a plus la hiérarchie d'autrefois, ce n'est plus l'Église catholique ou une autre instance, une famille qui décide des valeurs et la hiérarchise, mais aujourd'hui c'est la famille, l'Église, mais c'est aussi Internet, mais c'est aussi les rencontres, les amis, c'est aussi les discussions entre amis, c'est aussi la lecture de livres. Bref, tout un ensemble de supports qui multiplient les discussions, les idées, qui croisent les valeurs et qui fait qu'aujourd'hui, un individu s'engage, certes, pendant un temps qui peut être tout à fait limité,
mais à fond. RCF Rivage, une fois pour tous. Alors vous, en tant que sociologue, votre rôle n'est pas de porter un jugement de valeur, mais bien d'observer, d'analyser. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on s'engage ? Pourquoi est-ce que l'homme s'engage dans un parti politique, dans le mariage, dans autre chose ? Alors, il faut distinguer les buts et la manière dont il fait. Donc, les buts, j'en ai repéré 2 principaux. Le premier, sans aucun doute, c'est on s'engage pour être utile aux autres. Alors, il y a plusieurs manières d'être utile aux autres. On peut être utile aux autres en voulant et en s'engageant pour faire en sorte que les autres soient libres, s'émancipent. Si je reprends le vocabulaire politique, s'émanciper, ça veut dire quitter la tutelle, sortir de la tutelle, sortir de la misère, sortir de l'exploitation. Je pense aux engagements, par exemple, humanitaires, qui aujourd'hui connaissent un certain succès, mais aussi des engagements dans le milieu de la santé. Et il y a aussi être utile aux autres en voulant réparer les autres, en voulant aider, secourir les autres. Là aussi, on retrouve ça, par exemple, chez les travailleurs sociaux. Ceci est important, de pouvoir dire, je considère que les hommes, pour être dignes, doivent avoir cela. Beaucoup de nos contemporains s'engagent pour faire en sorte d'émanciper les autres, mais aussi donc d'aider les autres, de réparer les autres. Ça, c'est le premier but, être utile. Mais également, il y a donner un sens à sa vie. Deuxième but de l'engagement. Donner un sens à sa vie, à la fois en s'émancipant, si je reprends le verbe de tout à l'heure, mais c'est pas émanciper les autres, mais c'est s'émanciper, c'est-à-dire se sortir de sa tutelle, se sortir de son quartier, se sortir de son milieu, ou tout simplement combattre ses propres problèmes. Là, je pense à des gens qui s'engagent, y compris dans un parcours de soins personnels, psychologiques, psychiatriques, mais aussi des personnes qui vont s'émanciper en adhérant à tel groupe, telle communauté, telle association, ou qui vont s'investir dans leur travail pour s'émanciper, pour quitter parfois l'oppression qu'on en a dans son milieu familial, ou autrefois on se mariait pour quitter parfois sa famille. S'émanciper, donner un sens à sa vie, mais également donner un sens à sa vie en se réparant. En se réparant, c'est-à-dire en se faisant du bien, c'est-à-dire en se secourant, en s'aidant. Voilà les 2 grands buts de l'engagement aujourd'hui. Donner un sens à sa vie et également être utile aux autres. Alors, tout ça, ça peut se faire de différentes façons. Et il y a 2 principales manières, sans doute 2 principales formes, si vous voulez, sociales de l'engagement. Il y a d'une part la sociabilité, c'est une définition très simple que l'on peut proposer, qui est la suivante, à savoir des échanges entre des individus. Et Dieu sait que la sociabilité est très importante, c'est-à-dire que le fait de se retrouver les uns et les autres autour d'une cause, dans une association, c'est parfois même la première motivation de l'engagement. Le fait d'être en lien, le fait de rencontrer et d'avoir de la convivialité, partager un repas après une bonne réunion de conseil d'administration d'association. Je pense aussi à certains chrétiens où on partage des repas, mais aussi aux francs-maçons, si on peut dire aussi, qui partagent des agapes. La convivialité, la sociabilité est très importante dans l'engagement. Elle est même parfois le motif de l'engagement. C'est pas simplement la cause, l'idée, la valeur, mais c'est aussi la méthode. On va rechercher le lien avec les autres. C'est ce que disait Kant. L'insociable sociabilité, on recherche le lien avec les autres. Deuxième manière, c'est la socialisation, c'est-à-dire que les individus vont s'engager en voulant transmettre des codes, des règles et des valeurs, y compris en direction des futures générations. Sociabilité, socialisation, échange social, mais aussi transmission de codes et de règles de valeurs. Voici les 2 principaux vecteurs sociaux de l'engagement. Vous proposez une grille de lecture dans laquelle chaque engagement d'un homme, d'une femme pourrait se retrouver suivant 4 critères, si on peut dire. Est-ce que vous pouvez essayer de nous les décrire ? Oui, en effet, tout engagement a des composantes, a
différentes polarités, différents pôles, différents éléments. J'en distingue 4 à la suite de l'anthropologue Marcel Mauss, qui écrit l'essai sur le don en 1924-1925. Que nous dit cet anthropologue? Il nous dit le don, mais aussi, je rajoute, l'engagement à 4 composantes. D'un côté, dans tout engagement, comme dans tout don, il y a la liberté. Il y a de la liberté en jeu. Mais de l'autre, il y a aussi de l'obligation. Il y a de la contrainte. Quand vous vous engagez, eh bien, ça suppose un certain nombre d'efforts. C'est exigeant, ça demande du temps. Vous ne pouvez pas comme ça faire d'un coup de baguette magique. Mais en même temps, il faut être libre de le renouveler, de s'engager de nouveau ou de dégager, justement. Liberté, contrainte. Également, 2 autres composantes, l'intérêt pour soi. On s'engage, on le disait à l'instant, y compris pour s'émanciper, y compris pour se réparer, pour se faire du bien. Il faut le dire, c'est pas parce qu'on est dans une société individualiste, et je ne porte pas un jugement de morale en disant cela, on s'engage y compris pour soi. Mais également dans l'engagement, il y a l'intérêt pour autrui, pour l'autre. Il y a émanciper les autres, réparer les autres. Voilà les 4 grandes composantes, et on le voit, ce sont 2 couples opposés. Liberté s'oppose à obligation, intérêt pour soi s'oppose à intérêt pour autrui. Alors, je reviens à la définition de départ. Vous disiez bien qu'il s'agissait d'un acte libre, et pourtant il y a cette composante d'obligation, une sorte de contrainte dans l'engagement. Alors, comment ça se fait qu'il y ait cette tension-là ? Alors, la tension, justement, vous l'avez souligné, elle peut se comprendre d'abord étymologiquement. Faut-il rappeler que le premier emploi, engager, mettre en gage, fournir des preuves, c'est un emploi qu'on relève en 813, voilà, au IXe siècle. Et l'idée, c'est de dire, l'engagement, à l'époque, c'est compris comme fournir des certitudes, une conviction que cela va se faire. Voilà. Et donc, il y a l'idée de contrainte, il y a l'idée de obligation. Et puis on retrouve, notamment dans les essais de Montaigne, une autre idée de s'engager cette fois-ci, où là c'est le sujet qui se met au service d'eux, et notamment le citoyen. C'est le sujet qui librement choisit sa contrainte d'une certaine façon, qui choisit d'être en lien par la parole avec les autres. Donc il y a cette tension, et je trouve que c'est toute la force finalement de l'engagement. Et je ne porte pas de jugement de valeur en tant que sociologue ou politologue, je le redis, c'est important. Et je crois que c'est toute la force aussi. C'est-à-dire que finalement, que ce soit malheureusement l'engagement nazi ou extrémiste, ou l'engagement chrétien, ou l'engagement politique, on retrouve cette ambivalence fondatrice qui fait toute la richesse de l'engagement. Alors pour finir, Olivier Bobineau, pour revenir au thème de ce week-end à Landévennec, peut-on vivre sans s'engager ? Quelle réponse vous pourriez apporter à cette question en tant que sociologue ? Vivre sans s'engager, ça veut dire vivre sans être utile aux autres, vivre sans donner un sens à sa vie, vivre sans sociabilité, vivre sans socialisation, c'est-à-dire mourir. Autrement dit, c'est à la fois inhumain, asocial, impossible.